Maintenant, c'est impossible de regarder 15 secondes le ciel sans voir passer un petit point lumineux. Si on voyait tous les Starlink, on verrait plus de Starlink que d'étoiles dans le ciel. Les deux cash machines, disons, de ce business-là, c'est les satellites de télécommunications et la défense. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Et il s'avère que c'était un pari en fait assez malin. Une fois qu'on a des milliards de personnes qui sont prêtes à se connecter à cet internet et qui payent chacun un abonnement, ben voilà, on le calcul est vite fait. La première fois qu'on l'a vu, c'était vraiment des images de science-fiction. On voyait ça que dans les films. C'était incroyable. Et d'ailleurs, quand on interrogeait des ingénieurs européens là-dessus il y a 15 ans, ils nous disaient non, c'est pas possible. Quand Elon Musk est arrivé et qu'il a dit vous êtes tous morts au grand patron de l'industrie spatiale, personne ne prenait vraiment sérieux, tout le monde a un peu rigolé intérieurement. C'est vraiment une nouvelle ère du spatial qui est en train de s'ouvrir. Tristan, qu'est-ce qu'on voit quand on regarde le ciel ? On regarde le ciel comme ça, moi je vois l'infini. Ça me rappelle quand j'étais adolescent et que je regardais le ciel, je me demandais ce qui brillait là-haut. Ce qui m'a donné envie de m'intéresser aux étoiles, de savoir à quelle distance elles sont, combien il y en a. Maintenant, je sais qu'on en voit 3000 dans le ciel, dans un beau ciel étoilé en été. Je sais qu'on voit 3000 étoiles dans le ciel, ce qui paraît ridicule quand on sait qu'il y en a 100 milliards dans la galaxie. Cyril Brandlerberg, qu'est-ce qu'on regarde quand on voit le ciel ? Ce qu'on regarde, c'est vertigineux parce que chacun de ces petits points lumineux, c'est un soleil. C'est une énorme boule de gaz gigantesque avec des réactions thermonucléaires. Ce qu'on regarde, c'est quelque chose d'inconcevable. On est minuscule, on se sent incroyablement petit. Les échelles nous sont totalement inaccessibles. Pour la plus proche de ces étoiles, de ces points lumineux là. Proxima du Centaure, c'est 4 années-lumière, donc c'est 4 années de voyage, la vitesse de la lumière. Enfin, je trouve ça hyper intimidant. Pumba dans le Roi Lion, avec ce qu'il y a dans le ciel, il dit « Moi, je pensais que c'était des bulles de gaz qui brûlaient à des billions de kilomètres. » Des lucioles. Timothy dit « Mais non, c'est des lucioles qui sont collées sur la toile du ciel. » Exactement. Et Simon était pas si loin de la vérité, parce que Cyril, certes, on voit les étoiles aujourd'hui, mais depuis la Terre, on voit de plus en plus d'autres objets. Oui, alors ça, c'est un des grands changements de ces dernières années, c'est qu'on ne peut plus regarder le ciel, on ne peut plus regarder les étoiles sans avoir une pollution nouvelle, sans avoir des satellites qui passent dans le champ de vision. On avait de temps en temps des petits clignotements, un avion de ligne qui passait, mais on avait des satellites de temps en temps. Et là, maintenant, c'est impossible de regarder 15 secondes le ciel sans voir passer un petit point lumineux. Qui sont visibles à l'œil nu. Et qui se voient à l'œil nu, oui, c'est incroyable. Est-ce que c'est une vraie pollution pour nous ? Parce que c'est comme quand on était petits, on pouvait essayer de s'amuser à essayer de voir la station spatiale internationale, quelques satellites géostationnaires qui passaient. C'est une pollution parce que pour les astronomes, ça peut être gênant, mais pour nous qui regardons le ciel comme ça... Alors c'est peut-être une pollution pour les astronomes, mais pour nous, ça peut être un spectacle magnifique. Hein. Ça peut être vraiment magnifique. Quand une Falcon 9 lance un train de satellites Starlink, donc de SpaceX, ça fait vraiment comme un train lumineux qui se déplace dans le ciel et qui traverse d'un coin à l'autre du ciel en moins de 2 minutes. C'est un spectacle que j'ai vu en vacances. C'est assez incroyable. Des petits points comme ça, une traînée de points qui se suit, mais tout de suite, on est dans un film de SF, quoi. Alors on les voit pas très longtemps comme ça, heureusement à l'œil nu, hein, et après ils montent sur leur altitude, sur leur orbite de travail et ils disparaissent. On les voit à l'œil nu jusqu'à 2 jours après le lancement. C'est quand même pas mal. Et après, en fait, ils se séparent les uns des autres, ils s'écartent. Parce que si on les voyait tout le temps, là, il y en a combien des Starlink aujourd'hui, Cyril, vous pensez 6 000 Il y a 8000 qui sont autour de la Terre, donc évidemment, il y en a tout le temps qui passent. Ouais. À Paris, si vous voyez 10 étoiles, vous êtes dans un jour faste. Donc on peut se dire que voilà, sur les 3 étoiles qu'il y a dans le ciel, si on voyait tous les Starlink, on verrait plus de Starlink que d'étoiles dans le ciel. Donc heureusement qu'ils disparaissent. Mais pour les astronomes qui observent avec des télescopes, c'est gênant, parce que c'est vrai que sur n'importe quelle pose un peu longue qui font du ciel, bon bah c'est strié c'est barré de raies de lumière. Et là, il y a une nouvelle constellation qui est en train d'être lancée, qui s'appelle Starshield, qui est une constellation militaire pour l'armée américaine. On se doute que c'est inspiré de ce qu'ils font avec Starlink, mais ça serait... Donc il y a déjà eu quelques dizaines de lancements. On sait pas ce que c'est parce que c'est classifié. C'est classifié, oui, c'est secret. Oui. Donc ils ont déjà quelques dizaines de satellites militaires et il y a des satellites espions qui sont lancés par Falcon 9. Et tout ça, ça rapporte énormément à SpaceX. Oui, c'est ça. Les deux cash machines, disons, de ce business-là, c'est les télécommunications
les satellites de télécommunication et la défense. Est-ce qu'il y en a d'autres? Mais alors, c'est là où SpaceX a innové, c'est qu'avec Starlink, Ouais. alors c'est la télécommunication, mais C'est de la oui, mais c'est pas télécommunication. au même sens qu'avant. Avant, l'opérateur spatial se faisait payer par les télécoms pour lancer des satellites. Ouais. Maintenant, c'est l'opérateur spatial qui lance ses propres satellites pour ensuite vendre Internet. Et là, c'est un changement quand même de paradigme complet. D'ailleurs, on s'est longtemps demandé, il y a certains qui accusaient Musk d'alimenter une sorte de pyramide de Ponzi tout seul, avec une espèce de fuite en avant, quoi. Pourquoi? Parce que les gens ne croyaient pas à Parce ce qu'il modèle-là. créait un lanceur dont il était le propre client, et on ne savait pas très bien si être rentable. Et il s'avère que Mais tous les maillons de la chaîne, quoi. le modèle Starlink, le modèle Starlink économique restait encore à démontrer, et il s'avère que c'était un pari en fait assez malin, parce que une fois qu'on a des milliards de personnes qui sont prêtes à se connecter à cet internet et qui payent chacun un abonnement, ben voilà, le calcul est vite fait, quoi. Ça fait potentiellement un chiffre d'affaires. La rentabilité Considérable. de plusieurs dizaines de millions d'abonnés qui payent chacun entre 50 et 100 $ par mois, c'est vite C'est énorme. très, très rentable. Ouais. Potentiellement, en fait, c'est toute la planète qui devient un client potentiel. Donc en fait, c'est vrai que On sait estimer le pourcentage de sa fortune à Elon Musk qui est lié à ses activités spatiales par rapport à d'autres activités comme Tesla. nous, on ne saurait pas le faire. Je ne sais pas, Vous avez fait votre je calculette vais pas faire le calcul, non. Nous, on ne saurait pas le faire. Je ne sais pas si les économistes sauraient le faire, si c'est totalement chiffrable comme ça. SpaceX, c'est compliqué parce qu'encore une fois, comme il est son propre client et que... C'est pareil, c'est comme pour établir le coût d'un lancement SpaceX, c'est très difficile parce qu'on peut, à la rigueur, savoir par des indiscrétions combien payent les clients privés ou combien paye l'Institut américain. C'est pas des données publiques, mais bon... Disons qu'on peut avoir Pour les contrats NASA, on connaît les sommes. Exactement. Mais elles sont beaucoup plus. La NASA paye beaucoup plus cher que les clients privés. Et voilà, donc c'est pas exactement combien payent les clients privés, et ça n'a aucun rapport avec ce que coûte vraiment le lancement à SpaceX, qui en réalise encore une fois et qui lance 20 fois la même fusée. Enfin, c'est pas exactement. Vous voulez dire quand c'est de l'argent public, on en dépense plus facilement? Si je vous comprends bien, tous les deux. Non, c'est pas simplement ça. C'est juste que la NASA ne saurait pas faire moins cher forcément pour elle-même, et ça lui permet de créer un écosystème, un environnement économique. Et on a un peu la même chose en Europe, avec l'Europe qui finance ses industriels pour le développement d'une fusée, qui après et la NASA paye assez cher paye plus cher aussi parce qu'il y a une capsule avec des astronautes d'abord, la capsule Dragon, qui soit avec des astronautes, soit du ravitaillement pour la station internationale. Donc il n'y a pas que la fusée, il y a fusée plus capsule. Plus Donc capsule, cette maîtrise de SpaceX, elle est vraiment unique aujourd'hui. Même en tenant compte de ça, c'est clairement, ils payent cher. Par contre, ils n'ont pas forcément payé cher le développement. Typiquement, pour Starship, le contrat pour aller sur la Lune, c'est, je sais plus, c'est 2 ou 4 milliards pour 3 Starships qui vont se poser vers la Lune. Quand on voit qu'un lancement de SLS, c'est 4 milliards, le tarif paraît pas excessif non plus. Ça permet à SpaceX de développer son lanceur. Donc c'est bon, la question des coûts est un peu... Les coûts et les revenus de SpaceX sont secrets. C'est pas une société qui est cotée en bourse. Donc on a, contrairement à Tesla, et donc il y a des cabinets d'analyse qui essaient de faire des calculs de rentabilité et tout ça, et qui nous disent, bah voilà, ça y est, on pense que Starlink est une activité rentable, mais on n'en sait pas tellement plus. On sait, comme disait Tristan, voilà, on a des estimations sur le coût d'un lancement de Falcon 9. Est-ce que ça coûte 10, 15 millions de $ par lancement? Et quand c'est vendu 60, 70, voire 100 millions de $, on comprend que SpaceX fait une grosse marge qui lui permet de réinvestir dans ces Starlink. Ouais, et de faire d'autres lancements. Et après, la question à 1000 €, c'est est-ce que... 1000 € dans le spatial, Tristan. 1 milliard d'euros. Voilà, merci. La question à 1 milliard, c'est est-ce que Musk... Et là-dessus, je sais qu'avec Cyril, on ne sera pas forcément d'accord. Enfin, en tout cas, est-ce que Musk a SpaceX pour aller vers Mars comme il le prétend, et c'est son premier objectif, son unique objectif, et le développement de Starship est plutôt un argument en faveur de cette mais c'est pour ça qu'il a créé SpaceX. Hein. Oui, non, mais je sais, c'est officiellement. Sauf qu'en fait, quand on voit qu'après tout l'effort qu'il a fait pour Starlink, et que finalement dans le Starship, le vaisseau Starship le premier truc qu'il a fait, c'est une porte pour pouvoir envoyer ses Starlink comme un distributeur pèse là,
Des petits bonbons colorés, ouais. Pour en envoyer 200 comme ça. Il perd jamais trop de vue son Starlink, sa constellation Starlink, qui délivre de l'internet à haut débit, qui est beaucoup plus terre à terre. Et qui est censé devenir une énorme cache machine. Et je dis pas que Mars c'est pas son rêve, mais est-ce qu'il y croit complètement? Est-ce que c'est pas aussi une manière de Je pense qu'il est obsédé par ça. Moi, je pense qu'il est obsédé par ça et que tout le reste n'est qu'un moyen pour y arriver. Son obsession après, son obsession c'est d'aller sur Mars pour échapper aux IA qui vont prendre le contrôle de l'humanité. Qui représente une menace pour l'humanité, IA dans laquelle il investit de l'argent. Ah, franchement, c'est c'est un peu schizophrénique. Ah ouais, on prenne qui pourra, quoi. Donc c'est vrai que dès qu'on essaie de raisonner un peu de manière rationnelle avec Musk, on est un peu perdu. Est-ce que ça veut dire qu'un jour, on verra plus d'objets artificiels que d'objets naturels dans le ciel? Non, je crois pas. À ce rythme-là. Non, je crois pas. Parce 8000 satellites, il faut se rendre compte de ce que c'est quand même qui ont été lancés en quelques années. SpaceX a fait des efforts pour qu'ils soient moins visibles à l'œil nu. Donc ils le sont encore quand ils sont juste après le lancement, ils sont autour de 200 km d'altitude, et quand ils montent à leur altitude de croisière, l'altitude finale, autour d'entre 400 et 500, déjà on les voit beaucoup moins, et SpaceX a travaillé pour faire des panneaux solaires un peu moins réfléchissants au sol. Donc cette pollution, elle est quand même réduite. Il n'était pas question de les peindre avec pas peindre les panneaux solaires, mais de faire... C'est ça, il n'y a pas une question de peindre aussi le corps du satellite. Le dessous du satellite a été traité avec un revêtement un peu moins réfléchissant. Ouais. Mais là, on a 8000 satellites, mais la constellation, elle n'est pas terminée. Ça nous paraissait fou. Il y a quelques années, il disait il ira jusqu'à 34 000 satellites. Je crois que dans toute l'histoire de l'humanité, avant Starlink, on avait lancé 6000 satellites. Donc là, Starlink, ils ont déjà lancé plus de satellites que dans l'ensemble de l'humanité en 50 ans depuis Sputnik. Donc c'est un coup d'accélérateur qui est ahurissant. C'est vraiment une nouvelle ère du spatial qui est en train de s'ouvrir. Est-ce que vous pensiez, messieurs, vivre un jour ou revivre une telle période de conquête spatiale? J'ai vraiment l'impression qu'on n'a pas vu ça depuis les années 60-70. On est en train de remplir le ciel d'objets. Est-ce que vous pensiez voir ça un jour? Moi, j'y ai toujours cru. Quel mensonge. Non, personne n'avait vu venir un truc pareil. On n'a jamais autant parlé d'espace. On n'a jamais lancé autant de fusées. C'est vrai que l'année dernière, SpaceX a lancé une fusée tous les 3 jours. Un peu plus, ouais. Un peu plus, une centaine de... 136 à 7 lancements en 2024. C'est ahurissant. La cadence de tir, elle est folle. Et ça, c'est vrai que c'est une révolution qu'on n'avait pas vu venir. C'est lié au réutilisable, au fait de réutiliser les fusées. Les fusées réutilisables, c'est ça la vraie nouveauté. Et la vraie nouveauté, c'est ça, c'est des fusées qui redescendent dans le premier étage, se poser sur Terre pour qu'on puisse les réutiliser et les relancer. C'est sûr que la première fois qu'on l'a vu, c'était vraiment des images de science-fiction. On voyait ça que dans les films. C'était incroyable. Et d'ailleurs, quand on interrogeait des ingénieurs européens là-dessus il y a 15 ans, ils nous disaient non, c'est pas possible. On peut pas faire réatterrir une fusée. Déjà, on saura pas rallumer un moteur sur une fusée qui descend à la verticale. Et donc, toutes ces idées reçues qui étaient des idées fausses, Elon Musk, il les a fait voler en éclats avec Falcon 9. Quand Elon Musk est arrivé, qu'il a dit, je sais pas, il y a une quinzaine d'années, grande conférence, vous êtes tous morts au grand patron de l'industrie spatiale, tout le monde a un peu... personne ne prenait vraiment sérieux, tout le monde a un peu rigolé intérieurement. Et puis il a mis au point sa fusée Falcon 9, avec un mode de développement complètement innovant, c'est-à-dire en faisant des lancements ratés, en les répétant régulièrement, jusqu'à réussir. Il n'est pas passé loin de la faillite, ça a été chaud. La rentabilité, elle va venir avec la taille. Dans le spatial, c'est les fusées, plus une fusée est grosse, plus elle a de chance d'envoyer des satellites nombreux, et donc d'avoir des clients qui payent. Donc une petite fusée, c'est très difficile d'être rentable. Donc mais finalement, SpaceX avait fait la même chose avec Falcon 1. Falcon 1, c'était le premier prototype de fusée de SpaceX. Il n'y avait qu'un seul moteur, donc Falcon 1, Falcon 9 moteurs. Et Falcon 1, il a réussi à se mettre en orbite au bout du 4e essai. SpaceX était au bord de la faillite, et si ce lancement était un échec, c'était fini, c'était la faillite. Et puis il est arrivé, il a réussi à faire ça, et puis aujourd'hui... Il a une fusée incroyable. Chaque premier étage est lancé plus d'une vingtaine de fois. Enfin, c'est après 20 fois. Oui, c'est ça. C'est Falcon 9, c'est déjà la révolution la plus incroyable qu'on ait connue dans le spatial depuis des décennies. Il a une fusée qui a ringardisé tous les concurrents. Il y a 20 ans, Ariane 5, c'était
C'était la meilleure fusée au monde, la plus fiable, qui était recherchée par tous les clients qui voulaient lancer des satellites de télécommunications. Mais ça paraît une époque tellement lointaine aujourd'hui. Maintenant, on a Falcon 9, plus de 130 lancements par an. Ils vont essayer d'accélérer la cadence encore cette année, en 2025. Oui. Ils visent un lancement tous les 2 jours. C'est ahurissant. Mais ça veut dire que le marché, il est si grand que ça, parce que Elon Musk, il développe sa propre constellation de satellites Starlink. Il réalise également des prestations pour les agences type NASA. Mais le marché, il est si grand que ça? Non, en fait, le marché, il est en train de grandir parce que les coûts d'accès à l'espace sont en train de baisser. Donc ça, c'est un premier effet. Et le deuxième effet, c'est qu'en fait, les 2 tiers des lancements de SpaceX, c'est pour Starlink, c'est pour sa propre constellation. On peut voir aussi les choses un peu différemment. C'est qu'il a tellement de marge sur ses lancements de Falcon 9, quand la NASA ou quand le département américain de la Défense lui achète un lancement, quand un opérateur de satellite lui achète le lancement, en fait, il le fait pas du tout payer au coût réel. Il fait des marges qui lui permettent de faire à chaque fois, il peut faire deux lancements de Starlink avec un seul lancement payé par ses clients. Donc c'est une logique d'expansion en fait, c'est clairement, SpaceX, ils mettent pas d'argent de côté. Ils sont pas là pour faire plaisir à des actionnaires et à leur donner des dividendes. Tout est réinvesti dans la recherche, dans Starlink pour lancer des nouveaux satellites. Starlink commence à rapporter de l'argent. L'autre révolution en cours, c'est alors que Falcon 9 n'a aucun concurrent aujourd'hui, aucun concurrent sérieux qui a fait ses preuves en tout cas, et ben SpaceX est en train de créer sa propre concurrence avec Starship, une fusée encore plus ambitieuse, encore plus grande, et idéalement totalement réutilisable. Où il n'y aura pas seulement le premier étage. Pas simplement encore plus grande. C'est-à-dire, c'est massivement plus grand. Starship, c'est un mastodonte. Elle fait combien de fois la taille de Falcon 9 en poids, en masse? C'est considérable. En emport, elle est 100 tonnes, capable d'emporter 100 tonnes vers la Lune. Enfin, je sais pas, c'est 50 Twingo, quoi. 100 Twingo. Quoi? 100 Twingo. 100 Twingo. Soyons précis. On envoie déjà des Tesla dans l'espace, on en verra bientôt des Twingo peut-être. Non, mais c'est considérable et c'est quand même fou de voir que, alors qu'il a n'importe quel industriel, serait en position de domination du marché à ce point, ne serait pas lancé dans Starship. Alors, est-ce qu'il le fait pour justement pour Starlink, pour envoyer encore plus de Starlink, parce qu'on sait qu'il pourra en emmener des dizaines de Starlink d'un coup? Non, est-ce que c'est vraiment pour répondre à sa vision d'expansion Déjà, il trouve que Falcon 9 est pas une fusée réussie parce qu'elle est à moitié jetable. Le deuxième étage de Falcon 9 ne peut pas être récupéré, ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas assez de marge. Et donc, pour augmenter la cadence de tir, pour essayer de faire que... En fait, ce qu'il veut, son but, c'est de transformer les fusées comme des avions. Des avions on fait le plein, ils redécollent, ils se posent, on refait le plein, ils redécollent. La vision de Starship pour Elon Musk, c'est ça. Donc, c'est complètement transformer la manière dont on conçoit l'accès à l'espace. Et son but ultime, c'est quand même Mars. Et je pense que c'est pas une lubie, hein. Il est vraiment obsédé par ça. C'est une lubie, mais... C'est une lubie pour les gens qui s'appellent pas Elon Musk, mais pour lui, ça fait partie de son objectif le plus sérieux, à long terme. Et comme il est impatient, il met les moyens, les investissements, ils sont massifs, c'est des milliards de dollars. Mais avant ça, il y a aussi des concurrents, aujourd'hui, de SpaceX. Et pas de la concurrence interne, comme vous l'évoquiez. Il y a des autres entreprises qui se lancent sur ce marché-là. Il faut quand même en dire un mot. Parce que c'est pas n'importe qui. On en parle beaucoup aussi. C'est Amazon, c'est Jeff Bezos, c'est Blue Origin, qui aussi viennent concurrencer. C'est Blue Origin. Pardon? Oui, c'est Blue Origin. On les a. Ça fait longtemps qu'on l'attend, Jeff Bezos, et on avait presque cru qu'il arriverait jamais. Au final, on avait fini pas par oublier, mais il a fait son New Shepard, qui est sa petite fusée qui fait des sauts, là, qui fait du tourisme spatial, qui va juste dans l'espace et qui redescend, là. Un petit saut. Et le New Glenn qu'on attendait depuis des années, c'est qu'il a eu du retard. On en est venu un peu, pas à douter qu'il allait arriver, mais à l'oublier un peu. Il s'est fait un peu oublier. Puis il
Il a fait son premier vol là, en début d'année, vol qui s'est globalement bien passé, même s'ils n'ont pas réussi à récupérer le premier étage. Mais c'est sûr que aujourd'hui, c'est le seul lanceur qui est conçu dès le départ pour être réutilisable. Donc, il est un peu moins gros que Starship, mais il est entre Falcon 9 et Starship, en fait. Ouais. Et donc, il est le premier à, en tout cas, être un concurrent vraiment sérieux. Après, les fusées jetables, entre guillemets, à l'ancienne, n'ont quand même pas dit leur dernier mot. Sur les 260 lancements de l'année dernière, il y en a quand même 120 qui étaient faits par des fusées qui ne sont pas réutilisables. Les Chinois, les Américains, les Européens, c'était un peu lamentable. Enfin, lamentable, c'était triste, c'est qu'il n'y a eu que 3 lancements dans l'année, avec heureusement le premier lancement d'Ariane 6. Mais ces fusées-là, elles sont certes plus chères, mais elles continuent à fonctionner, elles sont efficaces, pour certaines, elles sont très fiables. Donc c'est les acteurs qui courent derrière, qui courent un peu loin derrière le SpaceX et Blue Origin. Blue Origin, c'est sûr, il y a des énormes moyens. On n'a pas vraiment d'idée des sommes investies, mais à une époque, on disait que Jeff Bezos vendait 1 milliard d'actions d'Amazon par an pour financer les travaux de mise au point de la fusée. Donc, c'est sûr que c'est des investissements massifs. Ça a pris ça a été très très long. Enfin, le Blue Origin a été créé avant SpaceX. On l'oublie. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est une société qui est quand même plus classique, avec des techniques de mise au point et de conception des fusées qui sont plus traditionnelles. C'est-à-dire qu'on préfère passer beaucoup de temps sur l'ordinateur, à modéliser les choses, à les vérifier, avant de tester. Et SpaceX, c'est l'inverse. Ils préfèrent faire des tests, faire des prototypes rapides, voir ce qui marche, voir ce qui fonctionne pas, corriger, et faire ça avec un mode, au final, un développement qui est beaucoup, beaucoup plus rapide et qui repousse les limites de ce qu'on pensait impossible. Tristan, est-ce que ça veut dire, à cette concurrence qui s'accroît de plus en plus sur le spatial, qu'on va assister à une guerre du spatial, mais une guerre privée? Dans les années 60, 70, c'était une guerre entre États, c'était une époque de guerre froide, entre la Russie, entre les États-Unis. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut imaginer une forme de concurrence comme ça qui dérive? Sur les lanceurs, clairement, il y a une concurrence entre Blue Origin et SpaceX. C'est une concurrence qui est organisée par la NASA, d'une certaine manière, puisque la NASA a retenu à la fois le Starship pour aller sur la Lune, mais aussi un projet d'alunisseur de Blue Origin. C'est-à-dire que la NASA, elle joue le jeu de la concurrence. C'est dans son intérêt. Pour faire l'idée de la NASA, c'est de faire baisser les coûts. Alors en parallèle, pour l'instant, ils développent toujours leur énorme fusée là, pour le programme Artemis, qui est le SLS, mais qui, je sais pas, dont le coût par lancement est évalué à 4 milliards de dollars par lancement. Il faut se rendre compte de ce que c'est. Par rapport à un SpaceX, par exemple, qui... Falcon 9, par exemple, il doit la commercialiser peut-être à quelques dizaines de millions d'euros, et ça ne doit pas lui coûter plus de quelques millions d'euros à lui. Plutôt 60 à 70 millions de dollars. Ce qui fait parfois payer. Le double, parfois le double pour les clients institutionnels américains. Et mais moins cher pour SpaceX. Oui. Effectivement, la différence est énorme. C'est incomparable. Il y a aussi une constellation de satellites pour l'Internet européen. Oui. Ça a été repris par Eutelsat, c'était un projet britannique. C'est OneWeb. C'est OneWeb qui a été repris par Eutelsat. Il y a déjà 600 satellites européens en orbite qui peuvent faire un peu du Starlink, avec des débits d'Internet un peu moins forts, mais c'est la même idée. Amazon a son propre projet qui s'appelle Kuiper. Le sursaut européen, il vient aussi de pas mal de petites startups. Et il y en a une là, qui s'appelle Isar, qui est une start-up allemande qui, sans se le cacher, copie SpaceX et veut faire un lanceur réutilisable. Alors là, pour le moment, c'est un lanceur qui fait une petite taille. Il va lancer quelques centaines de kilos en orbite. On est très loin des tonnes en orbite, pas de Falcon 9. Et puis après, on a MayaSpace. En France, il y a MayaSpace, qui est une start-up qui est rattachée à Ariane Group, mais qui a une vraie autonomie et qui veut faire un petit Falcon réutilisable, fabriqué en France, à Vernon. Et donc ça, c'est des gens qui ont compris que l'Europe ne devait pas forcément rechercher avant tout la beauté technologique, les avancées techniques, mais faire quelque chose d'efficace, moins cher, essayer de nouveau de redevenir compétitif face à un concurrent qui a pris une avance incroyable. Mesdames, messieurs, merci à vous de nous avoir suivis et on se retrouve très vite pour ce prochain numéro du Planétarium du Figaro.